zéro émission. Pendant 10 ans, ces deux mots ont été l'argument massu, la promesse absolue de la voiture électrique. Pour des millions de gens, c'est le symbole d'un futur propre. Mais que reste-t-il de cette promesse aujourd'hui? Si vous suivez l'actualité, vous avez sans doute entendu la polémique monter. On commence enfin à parler des émissions hors échappement. On nous explique, à juste titre, que les voitures électriques, à cause du poids colossal de leurs batteries, dégradent leurs pneus et leurs freins bien plus rapidement. Une Renault Mégane E-Tech, c'est 300 à 400 kg de plus que sa cousine thermique. Résultat, ses pneus et ses freins relâchent dans l'air des tonnes de particules fines, les fameuses PM10 et PM2,5. Celles-là même dont on voulait se débarrasser avec les pots d'échappement. C'est le paradoxe d'Oslo, une ville saturée d'électrique, mais qui suffoque toujours sous les particules. Et c'est vrai, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ce problème, aussi réel soit-il, n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est l'arbre qui cache une forêt bien plus sombre. La vraie facture écologique de la voiture propre n'est pas seulement sous nos roues. Elle est cachée à des milliers de kilomètres d'ici. Elle est cachée dans les mines du Congo et dans les déserts de sel du Chili. Elle est tapie dans le long pot d'échappement de nos centrales à charbon. Et elle nous attend patiemment dans la bombe à retardement du recyclage. Alors, oublions un instant le zéro émission du marketing. Aujourd'hui, on fait les comptes. On analyse le cycle de vie complet, de sa naissance à sa mort. Quelle est la véritable empreinte de la voiture électrique? Pour le comprendre, il faut commencer par sa naissance et par ce que j'appelle son péché originel, la fabrication. Une voiture électrique ne naît pas propre. Elle naît avec une dette carbone colossale. Les études, notamment celles de l'ADEME en France, sont formelles. La fabrication d'une voiture électrique émet, à cause de sa batterie, jusqu'à 2 fois plus de CO2 que celle d'une voiture thermique. Cette batterie, c'est un monstre d'énergie grise. Pour la produire, il faut extraire, raffiner et assembler des matériaux venus des 4 coins du monde. Et c'est là que le bas blesse. Parlons de l'or blanc, le lithium. La majorité du lithium mondial provient du triangle d'or entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Là-bas, on ne le mine pas, on le pompe. On puise des millions de litres de saumure sous les déserts de sel, les salars. Pour obtenir une tonne de lithium, il faut évaporer près de 2 millions de litres d'eau, 2 millions de litres, dans les régions les plus arides du monde. Pendant qu'on fabrique nos batteries vertes, les agriculteurs locaux, eux, n'ont plus d'eau pour leur culture ou leur bétail. C'est une catastrophe écologique et sociale passée sous silence. Et puis, il y a le cobalt, le nerf de la guerre. Plus de 70% du cobalt mondial vient d'un seul pays, la République démocratique du Congo, un pays ravagé par les conflits. Là-bas, une partie de l'extraction est artisanale. C'est un euphémisme. Des ONG dénoncent depuis des années le travail des creuseurs, des dizaines de milliers d'adultes et parfois d'enfants qui creusent à main nue, sans aucune protection, dans des tunnels instables, pour quelques euros par jour. Ils respirent des poussières de métaux lourds, ils meurent dans des éboulements. Tout ça pour que nous puissions avoir bonne conscience en branchant notre voiture. Alors oui, la voiture électrique démarre sa vie avec un casier judiciaire écologique et éthique déjà lourdement chargé. On nous dit, pas de problème, elle va rembourser sa dette en roulant sans polluer. Vraiment? C'est la deuxième partie de notre enquête, la vie de la voiture. Revenons à ce problème de pneus. En parler sous l'angle des particules fines PM10, c'est important, mais il y a un angle mort, les microplastiques. Ces particules de pneus qui s'usent, ce n'est pas seulement de la poussière. C'est du caoutchouc synthétique, donc du plastique. C'est la source principale de pollution microplastique dans nos océans, avant même les sacs et les bouteilles. Plus la voiture est lourde, plus elle émet de microplastiques. En passant à l'électrique lourd, on a peut-être réduit un problème, mais on en a aggravé un autre, tout aussi majeur. Mais le point crucial de la phase d'utilisation, ce n'est même pas le pneu. C'est la prise électrique. La voiture électrique est un miroir. Elle est exactement aussi propre que l'électricité qui l'alimente. C'est là qu'intervient le concept du long pot d'échappement. L'idée est simple. Si vous branchez votre Tesla à une centrale à charbon, votre Tesla roule au charbon. Et là, tout dépend de votre pays. En France, soyons honnêtes, on s'en sort très bien. Grâce à notre parc nucléaire, notre électricité est massivement décarbonée.
L'ADEME estime qu'en France, la voiture électrique rembourse sa dette carbone de fabrication après environ 30 000 à 40 000 km. C'est rapide, mais sortons de nos frontières. Regardez l'Allemagne. Nos voisins ont décidé de sortir du nucléaire et dépendent encore massivement du charbon et du gaz russe, puis américain. Là-bas, le mix énergétique est sale. Le long pot d'échappement de la voiture électrique allemande est une cheminée d'usine. Pire encore, la Pologne. Leur électricité provient à plus de 80% du charbon, le pire des combustibles fossiles. Les études, du puits à la roue, well to wheel, sont formelles. Rouler en électrique en Pologne aujourd'hui émet au total plus de CO2 qu'une simple Toyota Yaris hybride. Vous avez bien entendu. En achetant une électrique en Pologne, vous polluerez plus qu'avec une hybride moderne. Et l'Europe subventionne ça. C'est une aberration. La voiture zéro émission n'existe pas. Il n'y a que des émissions déplacées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après 10 ou 15 ans de service, la batterie meurt. C'est le dernier chapitre, le plus inquiétant. La mort et la fameuse bombe à retardement du recyclage. La première génération de Renault Zoe et de Nissan Leaf arrive aujourd'hui en fin de vie. Des millions de batteries vont bientôt inonder le marché. Qu'allons-nous en faire? On nous vend le mythe d'un recyclage parfait, à plus de 95%. C'est, au mieux, une manipulation sémantique. Aujourd'hui, quand on recycle une batterie, on la broie. On obtient une poudre noire, la black mass. De cette poudre, on extrait par des procédés chimiques très complexes et très polluants, l'hydrométallurgie, les métaux qui ont de la valeur, le cobalt et le nickel. Mais le lithium, il est très compliqué et peu rentable à récupérer. Souvent, il n'est pas recyclé. Le graphite, il est tout brûlé. Ces 95% affichés, c'est souvent 95% de la masse de la batterie, incluant l'acier de la coque. C'est facile. Mais le cœur de la batterie, lui, est loin d'être recyclé en boucle fermée. C'est un cauchemar logistique. Une batterie usagée est classée déchet dangereux. Elle est instable, elle peut prendre feu spontanément. Leur transport et leur stockage coûtent une fortune. Le coût du recyclage dépasse encore souvent la valeur des matériaux qu'on en récupère. La réalité crue, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on estime que moins de 10% des batteries lithium-ion sont réellement recyclées. Le reste, elles s'entassent dans des hangars en attendant qu'une solution miracle soit trouvée. C'est une bombe à retardement chimique pour les générations futures. Alors, le tableau est noir. Est-ce que ça veut dire que tout est acheté, que la voiture électrique est une arnaque? Non, ce serait trop simple. Ça veut dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Ça veut dire qu'on a cru à une solution miracle, alors qu'elle n'est qu'un outil complexe avec d'énormes défauts. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie le sait. Et elle travaille. Face au scandale du cobalt, une nouvelle génération de batteries déferle. Les LFP, lithium fer phosphate. C'est ce que Tesla et BYD utilisent massivement. Leur avantage, zéro cobalt, zéro nickel. Elles sont moins chères, plus sûres et durent plus longtemps. C'est déjà un progrès immense. Mais la vraie révolution, celle dont on parle encore peu, elle est peut-être pour demain. Ce sont les batteries sodium-ion, au sodium. Oui, du sodium. L'un des éléments les plus abondants sur Terre, c'est le sel de table. Plus besoin de lithium, plus besoin de cobalt. Ces batteries sont moins chères et surtout, elles sont chimiquement inertes. On peut les décharger à 0 volts sans les endommager, ce qui rend leur transport et leur recyclage infiniment plus sûrs et faciles. Les constructeurs chinois sont déjà en train de les produire en masse. Même pour le problème des pneus, les fabricants comme Michelin développent des gommes Saune plus durables, qui émettent moins de microplastiques. La voiture électrique n'est pas figée. Elle évolue, elle deviendra plus propre. Mais la vraie solution, elle n'est pas dans la batterie, elle est dans le mix. La priorité absolue, ce n'est pas de changer nos voitures, c'est de nettoyer notre production d'électricité, d'accélérer sur le solaire, l'éolien et de maintenir un nucléaire sûr. Une voiture électrique, ce n'est pas la solution. C'est un outil qui devient meilleur chaque année, si et seulement si notre électricité devient plus propre en parallèle. Au final, le véritable enjeu, il est peut-être ailleurs. On a vu le péché originel de la fabrication, le mythe de l'usage et la bombe du recyclage. On a vu que le problème n'est pas si simple que thermique contre électrique.
Le vrai problème, c'est peut-être notre modèle du tout voiture. La vraie révolution, ce n'est pas de remplacer 1 million de SUV thermiques de 1,5 tonnes par 1 million de SUV électriques de 2 tonnes. Ça, c'est juste déplacer le problème. La vraie révolution, ce sera peut-être d'en remplacer une partie par des voitures électriques plus petites, plus légères, avec des batteries au sodium et de remplacer l'autre partie par un vélo, un train ou un ticket de métro.